Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, j'ai le plaisir de revoir Nathalie Fermini. Bonsoir. Bonsoir, Chismi. La dernière fois, on était avec un monsieur qui nous a parlé du volcan. Oui. Ça a été un moment particulier apparemment. Oui, c'était très particulier parce qu'on est parti d'un événement, donc la coulée de lave à Sainte-Rose, qui a amené en fait les gens à vivre une situation qui les a traumatisés. Et à partir de ce traumatisme, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la sublimation de cet événement qui arrive sur la résilience et ce qu'on laisse après dans la matière pour ne pas que le traumatisme reste engrammé dans les générations futures et aussi qu'on libère ceux qui ont vécu ça, quoi. Et c'est là où, la dernière fois que j'ai pensé à ça, lorsqu'on parlait du volcan, il y a bien sûr eu le volcan, mais il y a eu d'autres événements dans l'histoire de la Réunion, comme ce bus qui tombe à Trois-Bassins, qui tombe dans la ravine. Il y a eu le cyclone de 68, ça a été aussi un traumatisme, parce que personne ne s'attendait à ça. Il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui pour prévenir l'arrivée du cyclone Génie. Et il y a eu ces moments dans l'histoire de la Réunion où la violence, la souffrance est dans l'histoire. Et quand on parle de cette... je crois que jamais je n'avais autant que la dernière fois, j'avais autant perçu la souffrance, le traumatisme, la psychose vécue par ces gens qui ont dû partir avec leurs affaires sous le bras parce que la lave arrivait. Et là aussi, il y a une souffrance. Et il y a aussi une guérison à faire, une résilience. C'est exactement ce dont je voulais parler aujourd'hui. Déjà, je pense que c'est bien de définir la souffrance. Et moi, je fais la distinction entre douleur et souffrance. La douleur, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on nous a blessés physiquement. La souffrance, c'est ce qui fait qu'on a fait quelque chose, un événement qu'on a vécu. Exemple, on prend une claque par quelqu'un quand on est petit, ça nous fait mal sur le coup, mais on va garder la punition, la peur, voilà, tout ça pour moi c'est de la souffrance. Et le problème, c'est que à chaque fois quand l'événement arrive, on reste sur l'effet immédiat. Le matériel, s'il y a des blessures, elles sont d'abord physiques, c'est ce qu'on regarde, et on essaye toujours de réagir au plus pressé. La survie. Ouais, l'instinct de survie. Voilà. Mais après, il n'y a plus de suite. Il n'y a pas de suivi. On ne se demande pas comment les gens ont développé cette souffrance à l'intérieur. Et le pire, c'est que quand on ne traite pas la souffrance, cette souffrance, soit elle grandit, soit elle perturbe tous les autres, toute l'organisation du corps et de l'esprit. Ce que je venais aujourd'hui parler exactement de ça, en disant qu'on est aujourd'hui dans un monde qui nous pousse dans une peur de vieillir et de mourir, qui nous pousse dans un conditionnement de consommation extrême, qui nous ôte la possibilité d'exprimer notre mal-être. Et comme je répète souvent, mais ce n'est pas de moi, c'est d'un spécialiste qui s'appelle Thomas d'Ansembourg qui dit « Tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé et fait déprimer. Et tout ce qui est imprimé, qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Qu'est-ce que ça fait dans notre esprit? Qu'est-ce que ça crée dans notre âme ?» Moi, j'ai rencontré des résidents, dont une qui est dans ce livre qui s'appelle Yvette. On a eu des conversations d'un autre monde, parce qu'elle était capable de me dire à 84 ans que pour elle, toutes les blessures physiques et émotionnelles qu'elle avait engrammées dans son corps venaient pas, pour certaines parts, de la généalogie de sa famille, quoi. Voilà. Des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, avec de la colère, avec de la rancune, etc. Ça a bien impacté. De toute façon, au niveau du peuple réunionnais, la question qui se pose, elle est plus simple. Parce que tout ce qui a été construit a profité à une communauté, mais toutes les autres communautés qui sont venues ici ont commencé leur vie dans l'effort, dans la survie, dans la souffrance.
Et dans le manque, dans la misère. Ouais. voilà. Et ça n'a, j'allais dire, au fil des années, le peuple réunionnais a grandi, mais grandi dans une vraie souffrance. Tu vois, pour vraiment marquer ça en exemple, je vois ma mère qui a toujours eu dans une réserve de l'huile, des sardines, du sucre, tout le temps. Hein. Mais elle pouvait en avoir 3 kilos, c'était jamais assez. J'ai 51 ans. Lorsque j'ai créé mon premier ménage, j'ai reproduit ça. Oui. Il fallait que j'ai 3 bouteilles de sucre, 3 kilos d'huile et 3 boîtes de sardines en réserve. Ça vient d'où? Alors, je vais répéter, c'était 3 litres d'huile et 3 kilos de sucre. Pardon, c'est ça, merci. Effectivement, parce que cette peur-là, Oui. elle vient de quelque chose qui date des années de 1939 à 1945, c'est la guerre, où il n'y avait plus rien. L'île n'était plus... Alimenté. il n'y avait plus de stock, le bateau n'arrivait plus, donc il n'y avait plus rien à manger. Et il fallait tout produire. Même le sel, il fallait le produire. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours en nous cette peur Oui. d'un manque possible. Et c'est là qu'on peut se rendre compte à quel point est-ce que les manques, qui ne sont pas les nôtres en fait, hein, parce que mine de rien, que j'ai 1 kilo de sucre, allez-y. Vous avez dit une phrase, ce manque qui n'est pas le nôtre. Oui, mais c'est à ça que je veux en venir, parce que moi j'ai vraiment repéré que ce manque-là, je l'ai hérité de ma mère, mais comment ça passe de ma mère à Nathalie? Comment ça passe de ma mère à Nathalie? C'est dans l'ADN. Exactement, c'est dans la transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle. C'est dans cette transmission-là. Absolument. Ouais. Et j'ai mis ce manque-là. Mais ça m'a pollué la vie. Parce que dans mes relations affectives, j'ai toujours eu la sensation de manquer. Ouais. Même si j'avais plein d'amour qui m'était donné, même si j'étais entourée, il manquait encore une petite bouteille d'huile et 1 kilo de sucre. Tout à fait. Et une boîte de sardines. Ouais. Parce qu'on entretient le manque, et c'est bête ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. On entretient le manque pour une seule raison. Pour qu'il y ait un manque. C'est exactement ça. Et le manque qu'on voudrait être comblé par les autres. Parce que nous, on n'est pas capable de le combler, ce manque. Ouais. Voilà. Mais on voudrait donner la responsabilité aux autres de le combler. Et c'est pour ça que dans les relations de couple, souvent, quand c'est le cas, c'est sur l'autre qu'on projette sa souffrance, son manque. Oui. Je l'ai bien vécu, hein. Je l'incarne et je peux en parler du haut de mon expérience. J'ai un partenaire à qui je fais un coucou, avec qui on s'est bien fait travailler spirituellement, qui nous a bien montré quelle responsabilité on avait à être ensemble. Il me disait, moi j'adore les M&M's, hein. Donc il me disait, t'adores les M&M's et tes préférés ce sont les marrons. J'aurais pu te donner des kilos et des kilos de M&M's marrons, ça n'aurait jamais suffi. Ouais. Et quand j'ai compris ça, effectivement, ça n'aurait jamais suffi parce que le manque à combler était tellement béant en moi que c'était pas possible, quoi. Ouais. C'était pas les M&M's ce qui était important. C'était de voir quel était le manque et quel était ce trou béant qui était en soi, dans lequel on mettait ses... On comble, voilà. Et que finalement, c'est un trou sans fond, quoi. Et tu vois, pour aller un peu plus loin, je me suis rendu compte que moi, personnellement, ce trou béant que je n'avais pas identifié, je pouvais le combler par des addictions, à me saper la santé. À me bousiller le moral. Une addiction au sucre déjà, pour commencer. Donc, je comblais en fait mes manques par le sucre. Donc, ensuite, culpabilité d'avoir comblé par le sucre. Ensuite, on se repose un coup et on se sent coupable. Et puis, ça continue, quoi. C'est en boucle, ça, voilà. C'est une spirale. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait essayer d'observer à quel point notre société... moi, je suis partisane du fait de me dire j'ai ma responsabilité à faire ce que je fais comme je le fais. Mais quand on voit comment la société nous pousse à consommer, comment la société nous pousse à nous sentir mal et coupables, à nous sentir victimes et pas responsables de nos actions, on peut faire un pas de côté en se disant que nous créons peut-être parfois, voilà, je mets bien le parfois, nos propres souffrances. Et puis il y a une chose que la société fait surtout. Nous, on crée notre souffrance. Mais la société veut nous enlever quelque chose. C'est notre responsabilité de nous-mêmes. C'est exactement ce que je dis, voilà. Ouais. C'est que la société fait en sorte qu'on ne soit plus responsable de ce qu'on fait, de notre alimentation, du choix de notre chemin de vie. La société crée les troubles pour qu'on soit à la merci de n'importe quoi. Oui.
Alors, à quel moment l'individu se dit il faut que je reprenne ma vie en main, que je reprenne les rênes de ma vie, que je redevienne le conducteur de ma voiture. Ouais. Je prends mon exemple, parce que je ne peux parler que de moi et de ce que j'ai expérimenté. La maladie m'a bien retoqué, m'a bien fait comprendre quelles étaient mes priorités. Ouais. Pour être transparente, le cancer a croisé ma route dans un contexte bien dévastateur. Donc ça a laissé des traces dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme même. Aujourd'hui, je peux dire, mais vraiment, que cette situation qui m'a mise face à ma propre mort m'a montré toute la chance que j'avais d'être vivante et d'arrêter toutes ces conneries-là. D'arrêter de me polluer en fumant. Par exemple, je sais que c'est pas facile pour ceux qui fument d'arrêter, je ne mets aucun jugement. Je parle juste de moi et de mon expérience. En mangeant du sucre à gogo, en me rendant compte que... en fait, c'est une façon de se suicider à petit feu. Absolument. Ouais, mais c'est en ça que je dis, on a notre responsabilité à faire ce qu'on fait comme on le fait, mais quand on identifie que la société, la manière dont elle nous pousse aujourd'hui à être des bons élèves, à respecter tous les dictats sociétaux, à courir après le bonheur. Mais le bonheur, c'est quoi? Définissons-le d'abord. À courir après le bonheur, à consommer. Et qui aujourd'hui a le moyen de remplir son caddie? Qui aujourd'hui a les moyens de nourrir ses enfants correctement? Donc, on court après tout ce qui est illusoire. Et derrière, on a la culpabilité de se dire « Oui, mais j'ai pas les moyens. Oui, mais comment je fais ?» Donc, on peut pas l'exprimer parce qu'on ne nous donne plus l'espace pour exprimer tout ça, en fait. Donc, on isole les gens de plus en plus dans des microcellules. Donc, les gens se retrouvent avec leur téléphone à scroller, à regarder des petites vidéos de 30 secondes, pas plus d'attention, parce que sinon, c'est trop fatigant. Ça fait réfléchir, il faut plus réfléchir. Donc, on est sur nos téléphones à consommer des petites vidéos, des conneries, souvent. On ne va pas vous montrer une fleur qui pousse dans la nature et se dire à quel point la nature est belle. Non, on va vous montrer les derniers accidents, les derniers ragots, la dernière violence dans le monde. Par contre, on ne va pas montrer que si la violence se met dans le monde, c'est peut-être avant tout et surtout parce qu'on ne nous donne pas les moyens de vivre correctement notre vie, d'exprimer ce qui nous fait déprimer. Et ça, lorsqu'on se fait violence à nous-mêmes, le jour où on a quelqu'un qui passe à côté d'eau et on a un trop plein, c'est qui gagne, c'est de l'à côté. Le schéma est simple, finalement, quand on regarde comme ça. Mais quand on veut essayer d'aller au fond de soi-même, on a l'impression que c'est tellement complexe qu'on n'y arrivera pas tout seul. Alors, vers qui on tend la main? Qui peut nous aider? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est physique? C'est pas toujours facile de se poser les questions. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que parfois, on fait tout pour ne pas se poser les questions. Parce que je pense que c'est trop dur et trop impliquant et trop impactant de se retrouver face à soi-même, à ses responsabilités, à sa culpabilité, de se dire, pour moi par exemple, le fait de me dire à un moment donné, mon compagnon dont je parlais tout à l'heure par rapport à M&M's, il m'a quitté. Non, il m'a pas quitté. Il a pris sa responsabilité de se dire, mi donne au M&M's, n'a pas assez pour, m'a pu. Donc je m'en vais. Voilà. C'est voir à quel point à un moment donné, on est aussi un peu partiellement des co-créateurs de nos vies. Il n'y a pas une victime, un bourreau. Voilà. Quand on parle de relations, dans ce livre-là, Ma vie de soignante en EHPAD, on a la médecin de la PHP, qui est une psychiatre. On va juste préciser c'est quoi la PHP. C'est l'hôpital de Paris. Ah, voilà. Qui dit, nous sommes des êtres... C'est HP... L'AP. Ouais. L'APHP. Les hôpitaux de Paris. Voilà. Qui dit, en être de relation que nous sommes... Si nous n'avons pas un être bienveillant à côté de nous, on survit au lieu de vivre. Voilà. Quand je vous entends dire de qui on a besoin, est-ce qu'on a besoin du spirituel, est-ce qu'on a besoin du physique, Moi, je pense que tout est lié, en fait. Non, je disais à ce moment-là, est-ce que quand on se pose la question, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui ne va pas? Ah, pardon, ok. Est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est le physique? Si on le savait, on mettrait la paix dans le monde, non? Je suis même pas sûr. Parce que
pour une simple raison. Qu'est-ce qui nous empêche de nous poser la question? Et ça va faire sourire. C'était une bande dessinée, c'est Gaston Lagaffe. C'est Fantasio qui rentre dans le bureau et Gaston Lagaffe est assis et il a un chat sur ses genoux. Et Fantasio lui dit, vous croyez que je vous paye pour avoir un chat sur les genoux? Et Gaston Lagaffe fait, si tous les généraux avaient un chat sur les genoux, il y aurait la paix dans le monde. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, c'est parfois... Et Fantasio ressort en disant, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Ouais. La question est simple. Pourquoi je disais ça? C'est à quel moment on se pose la bonne question? Tu vois, c'est là, par rapport à cette histoire-là que vous venez de raconter, on peut se demander quel intérêt ont ceux qui font ce qu'ils font à nous maintenir dans cet état de dépendance, dans cet état de mal-être, dans cet état d'impossibilité à exprimer nos frustrations, nos ressentis et à rester dans l'isolement. C'est quelque chose, en fait, de très simple. Il y a eu Coluche, il y a eu Thierry Leluron, qui brocardait la société, qui critiquait la politique. Il y a eu les guignols de l'info, de Canal+, qui pointaient du doigt, qui disaient à leur façon ce qui n'allait pas. Ouais. Quand ces gens-là sont sortis du cadre, on s'est demandé, mais on est orphelin. Parce qu'on n'avait plus personne pour dire ce qu'on pensait. Exactement. Et on s'est dit, mais alors qui va le dire aujourd'hui pour nous? C'est pour ça que des personnes comme vous sont essentielles. Hein. C'est pouvoir mettre dans la matière, dans les oreilles des gens, ce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer. Et quand ils entendent ce qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est comme si ça sortait de leur bouche. Et c'est guérisseur. Hein. Oui, mais en même temps, ça a aussi un double effet. Ça conforte la personne à se dire, s'il le dit, j'ai pas besoin de le dire. Alors, ça peut aussi avoir l'autre effet, de se dire que s'il le dit, c'est que lui aussi. Donc, ça donne en fait le fait de se relier, de se dire, je ne suis pas seul. Voilà. C'est vrai aussi, je suis d'accord. Et c'est en ça que le fait de dire, nous sommes des êtres de relation, on a besoin d'un être humain bienveillant pour nous aider à vivre et non survivre. Lorsque vous ouvrez la bouche et que vous donnez le message, l'autre à côté dit, moi, il n'est pas tout seul, t'es mal allé voir lui. Bon, je suis d'accord. Mais malgré tout, je reviens à ça, c'est que pourquoi c'est si difficile, maintenant, les réponses sont là, il n'y a pas de souci à ça, pourquoi parfois c'est si difficile à certaines personnes à se rendre à l'évidence, de dire, le problème, il est là? Alors, personnellement, j'observe que c'est plus facile, en fait, de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre et de l'accuser de dire qu'il nous maltraite que d'aller nous-mêmes nous impliquer, de prendre notre responsabilité et de dire à un moment donné, écoute, mon besoin, c'est ça, mes attentes, c'est ça. Si notre relation, il continue très bien, s'il continue pas, il n'est pas grave, quoi. Voilà. Je parle dans toutes les situations, parce que les relations, ça peut être toutes les situations. Personnelles, amoureuses, amicales, spirituelles, voilà, parce qu'on a aussi des connexions autres que celles qui sont terrestres. Maintenant, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a une évidence. Il y a des gens qui disent des choses magnifiques. Il y a des choses vraiment très belles. Mais malheureusement, entre ce qu'ils disent là et ce qu'ils vivent après, il y a parfois un grand fossé. Vous voyez, moi j'observe plusieurs écoles. On a les gens qui sont dans la dépressurite aiguë, là, voilà, mais qui se confortent là-dedans. C'est-à-dire que moi, si tous les jours je regardais des vidéos déprimantes, à la fin de la journée, je serais déprimée. J'incarnerais la déprime. Et on a des gens qui restent dans le côté, alors c'est pas cuit-cuit, les petits oiseaux, tout est beau, tout est rose, mais qui restent dans le côté optimiste. Et encore une fois, c'est prendre la responsabilité de leurs actions, d'expérimenter des choses et de voir quel en est le résultat et d'être responsable de la situation, quoi. Et ça nous amène toujours à cette posture-là. Qui est responsable? Qui doit prendre la décision? Comme dirait le colibri, je fais ma part. Oui. D'accord? Un gros colibri, alors. Mais malgré tout, chacun doit faire une part. On ne peut pas attendre que les autres fassent tout le job. C'est pas possible. Et de toute façon, la vie ne l'acceptera pas. Oui. Vous savez, un des résidents de ce livre a dit « On arrive sur Terre seul, on repartira seul.
Notre job, c'est d'être bien accompagné, mais toutes les décisions qu'on prend, la vie qu'on mène, ce qu'on met dans notre bouche, il n'y a personne qui va venir vous poser la fourchette, à part quand on est petit. Ouais. Après, c'est nous qui décidons à un moment donné, on prend une bouchée de trop, on ne fait pas de sport, on est tout le temps en colère, on n'a pas envie de sortir, on peut se plaindre, on peut rester dans la plainte, mais on peut aussi aller dans l'action et aller demander de l'aide à un moment donné si on en a besoin, quoi. C'est peut-être là où on a un souci. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, avant, on n'avait pas besoin de demander de l'aide, l'aide était là, la famille était autour. Aujourd'hui, il faut demander de l'aide. Oui. Et qui ose encore demander? Parce que c'est ce que je dis, on est dans une société qui nous pousse tellement à montrer notre bonheur. Quand on est dans une situation de vulnérabilité, qui va aller dire oh, t'es là, moi, elle est triste. Mais non, on arrive, on paraît, on met un masque. On met le masque ça va bien, voilà. Et derrière, on va se plaindre en disant mais n'aywa pas. Mais est-ce que vous avez exprimé? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché de l'alcool, le marché des psychotropes, le marché de... Oui. marche beaucoup. Vous voyez, pendant le coronavirus, on a fermé des trucs qu'on a dit non essentiels. On a fermé les endroits où il y avait de la culture, etc. Observez, qu'est-ce qui est resté ouvert et qui a tourné le plus? Les bureaux de tabac, les endroits où on vendait de l'alcool. La Française des Jeux s'est fait un fric monstre. Alors que pour le coup, observez bien qu'on était dans un virus qui allait éradiquer tous les êtres humains de la surface de la Terre. On devient millionnaire demain, mais on n'est pas là, c'est magique. Hein. Ça montre bien que la question, elle est récurrente. À quel moment on va vraiment se regarder et se poser la question à soi? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait pour nous d'abord? Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait collectivement pour, comme je le dis régulièrement en venant ici, nos grands moons qui sont de plus en plus isolés oui. Et qui continuent à mourir seuls, quoi. Ouais. Quelle est notre responsabilité, notre rôle en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que... Alors, ce que je vous propose, Nathalie Firmini, c'est qu'on va essayer de voir à quel moment on peut faire venir sur ce plateau des personnes âgées et puis qui nous parlent aussi de leur isolement, qui nous parlent de leur solitude. Oui. Et de voir aujourd'hui pourquoi nous, notre génération, ont décidé d'abandonner nos grands mondes. Avec plaisir. Merci Nathalie Firmini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nancy François. Je vous dis à bientôt. Merci.